moi, nous avons au moins 6 points communs. Le premier, c'est que, j'ai découvert ça, nous sommes tous les deux petits-enfants d'immigrés italiens, puis qu'on fui le fascisme. Et on voit, c'était très dur pour les grands-parents qui sont arrivés. Les parents, ça allait un peu mieux. Moi, je suis issu d'une petite classe modeste, un artisan qui s'est un peu mieux débrouillé, un peu comme Lauriane, et je crois que son papa était policier dans le Var. Deuxième génération, puis on se rend compte que troisième génération, on s'en sort pas trop mal. Enfin, moi, je suis un peu plus âgé que toi, mais je crois que tu es voué à un bon avenir. Et voilà, c'est ça, c'est la difficulté aussi. Alors, moi, j'ai souvenir quand j'étais enfant, il y a de l'un, pourtant il n'y a même pas de O, de I à la fin. On m'appelait le Rital dans les années 60, 70, ou le macaroni. Encore. C'est la notion d'ouverture et d'intégration dans le pays, elle est quand même encore difficile. Alors, c'est plus les mêmes catégories. Aujourd'hui, les Italiens, on est presque plus français que les Italiens. D'ailleurs, tout le monde vient manger dans les restaurants italiens quand on veut bien manger. Donc, c'est un signe de succès. Mais donc, on a ça en commun. Et puis, ce que je viens de dire aussi, être originaire d'un milieu social modeste et pas être sorti avec une cuillère en or ou en argent dans le nez. Et puis, alors, c'est l'occasion de le dire, demain commencent les épreuves du baccalauréat. Alors, bien évidemment, Lauriane et moi, je crois qu'on a passé déjà depuis un certain temps, surtout moi, le baccalauréat, je pense avec succès, cet examen, mais c'est l'occasion de rappeler, Lauriane, comme moi, que nous devons tout à l'école de la République. J'ai toujours été dans des classes laïques, j'ai grandi en banlieue lyonnaise, et dans des classes de 37-38, et j'étais, en tant qu'Italien, un des rares Français de la classe. Et là, cette école de la République, mes parents ne voulaient pas en déroger, et ça n'empêche pas de faire des choses, et un beau nombre de succès, en tous les cas moi je crois, et puis j'ai vu que toi aussi, tu es très reconnaissant à cette école de la République. Donc la République en marche, c'est d'abord l'école, et de la République, c'est l'éducation. Quatrième point commun, membre d'Anticorps. Donc ça, c'est une vraie chose. Corinne en a très bien parlé. J'ai souvenir de débats d'ailleurs avant de devenir sénateur, quand j'étais en campagne, avec Corinne et avec les gens d'Anticorps. Et puis quand on est parlementaire, on se dit c'est bien, on a signé la charte d'Anticorps, on est membre d'Anticorps. Et il y a des tas de problèmes qui se posent, qui ne sont pas dans les règlements ou dans les règlements intérieurs du Sénat ou de l'Assemblée nationale, qui ne sont pas nécessairement évoqués par l'Anticorps, et puis qu'il faut résoudre. Et on résout ça dans les pays nordiques que je connais bien. Les gens réfléchissent à ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent dans la société pour prendre une décision. Là, ça s'appelle l'éthique, l'éthos, la façon de se poser et la façon d'être. Et moi, la première chose que je me suis dit en arrivant, c'était interdit nulle part dans les règlements, c'était même pas posé d'ailleurs dans les chartes d'Anticorps à l'époque, de ne pas employer un membre de sa famille comme collaborateur parlementaire. Ça paraît évident. Alors les gens disent, attendez, le boucher et la bouchère, ils travaillent ensemble, à l'épicerie ou dans l'entreprise, les gens travaillent ensemble. Mais qu'est-ce qu'on fait en travaillant ensemble dans une petite entreprise, dans un commerce? Bien sûr que c'est légitime. On constitue un capital commun. L'élection, elle porte sur une personne. La femme du sénateur, c'est pas madame la sénatrice. Le compagnon, le mari, je ne sais rien, de la députée, c'est pas monsieur le député. Je pense que, bien sûr, président de la République, il y a des fonctions statutaires qui font qu'on va faire de la représentation. Ça paraît au niveau international suspect quand on ne vient pas avec son ou sa conjointe. Je crois que François Hollande en a fait un peu les frais. Mais je dirais pour le reste, la fonction élective, c'est pas un métier. Donc il y a des règles, et il n'y a pas besoin de poser les règles. Si on est intelligent, c'est pas parce que c'était permis, comme le faisait M. François Fillon, puis plein d'autres, dans tous les partis, qui embauchent leurs collaborateurs, ou même celui dont je suis issu et dont on est en train de me chasser, donc ça c'est très bien, ça permet de trouver des nouveaux amis, mais enfin je pense en plus, quand on partage beaucoup de valeurs communes, on n'a pas besoin de se chercher très longtemps. Donc ces règles, c'est important parce que tous les jours, il faut se poser des questions, il faut se poser dans sa fonction politique, est-ce que je peux faire ça ou pas faire ça? Il se trouve qu'au Sénat, je suis président du groupe d'amitié France-Europe du Nord, donc ça regroupe tous les pays scandinaves. Et il y a 3 mois, je recevais une délégation de parlementaires suédois, ils étaient venus en masse, j'avais à peu près 12% du Parlement qui était là, et je les reçois, et naturellement, comme ils sont contents de l'accueil, parce que la nourriture n'est pas trop mauvaise au restaurant du Sénat, il me faut un cadeau.
Et je dis, je ne sais pas, avant d'accepter, est-ce qu'il fait moins de 140 € de valeur faciale? Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, c'est la première fois qu'un Français ou un Latin me pose cette question. Il dit, non, ça vaut 30 €. Je dis, non, parce que c'est très joli, vous avez fait une bonne affaire, je le prends naturellement. Il m'a dit, mais ça nous fait plaisir, parce que quand on vient, nous, pays nordiques, pays scandinaves, les gens ne se posent pas ces questions. Alors moi, je sais qu'il y a une règle qui est 140 €, mais je sais pas, dès que le truc me paraît un peu trop volumineux, je ne peux pas l'accepter. Après, il y a des relations diplomatiques, vous ne pouvez pas refuser n'importe quoi, mais quand vous avez une règle, pour le coup, ça aide à refuser sans que ce soit considéré comme quelque chose d'offensant sur le plan relationnel entre nos parlements. Donc j'ai tout ça, c'est très important. C'est pour ça qu'avec Lauriane, dès qu'on a commencé à discuter, on s'est bien compris, on s'est bien entendu. Puis autre élément, elle en a parlé tout à l'heure, elle est membre du mouvement européen. J'en suis membre depuis longtemps. C'est mon engagement premier avec l'écologie, et c'est pour ça que j'étais à la fondation avec un certain Daniel Cohn-Bendit d'Europe Écologie, qui aujourd'hui quand même ne ressemble plus trop au projet qu'on avait, qui ressemble plus peut-être à certains projets. D'ailleurs, j'ai trouvé une phrase assez extraordinaire que j'avais travaillé avec Daniel Cohn-Bendit, qui était « Je ne te demande pas d'où tu viens, ni qui tu es, je te demande où voulons-nous aller ensemble ». Et quand Emmanuel Macron, dans la campagne, en plus c'était marrant parce que c'était avant le premier tour, c'était à Nantes, j'étais avec Daniel Cohn-Bendit dans le public, a repris cette phrase, on s'est regardé, on s'est dit pas mal le mec. Alors bon, moi je ne dis pas le mec, hein, je dis monsieur le président maintenant. Dany, il appelle le petit Emmanuel, vous voyez, bon, il y a des différences de génération, mais le mouvement européen, c'est quelque chose, c'est un corps essentiel. On ne peut pas vendre aux Français la grandeur de la France, la souveraineté nationale, la 5e puissance mondiale, mais il faut arrêter de se gargariser. Quand vous regardez les vrais classements, ceux de la Banque mondiale, la France, c'est-à-dire qu'ils ne partent pas sur des chiffres abstraits du PIB, on n'est pas la 5e ou la 6e puissance mondiale, on est la 12e ou la 13e. Quand on vous met l'Inde à la 11e puissance mondiale, 1,3 milliard d'individus, une capacité productive, parmi les plus grandes fabriques d'ingénieurs et de docteurs au monde, pratiquement autant que la Chine aujourd'hui ou que les États-Unis, et on vous fait croire que l'Inde est la Xème puissance mondiale. Alors ce pays se gargarise de son passé, et on est heureusement un peu moins bête que les Britanniques, qui eux alors, sont à la fois un ancien empire fier de lui-même et une île qui leur permet à un moment de dire vous, l'Europe, on n'en a pas besoin, on sort, et puis vous allez voir ce que vous allez voir. Et ce qu'on a joué au moment du TCE, au moment du traité constitutionnel européen, on s'est joué la bonne petite fierté française. Mais qu'est-ce que serait aujourd'hui la France, son économie, même si elle est ralentie, mais combien elle serait ralentie sans l'Union européenne? Il faut à un moment dire les choses. Et le fait que tu sois membre du mouvement européen, je demande de mettre la cotisation à vous, parce que je suis vice-président du mouvement européen France et vice-président du mouvement européen 92, donc je vérifie, mais je demande à tous les élus, notamment les élus d'En Marche, les futurs élus, de participer, parce que c'est un lieu transparti, où on a des gens. Bon, on n'a pas beaucoup de communistes, il faut bien le dire. Je ne devrais pas le dire ici parce qu'il va m'arriver quelque chose. Enfin, la salle est plutôt amicale et sympathique, mais globalement, on a tout l'arc et on travaille ensemble avec nos différences. On sait ensemble avancer sur l'Europe. Et ton engagement européen, celui d'Emmanuel, naturellement, et puis de tout ce mouvement, moi, ma fierté que j'ai eue quand je suis allé dans les premiers meetings, où les gens s'arrachaient par rapport européen. À la fin, d'ailleurs, pour les derniers meetings devant le Louvre, on m'a dit, on n'a mis qu'un drapeau européen, parce qu'on veut quand même que les caméras voient qu'il y a des drapeaux français. Bien, le drapeau européen et le drapeau français, c'est ça notre existence européenne. C'est cette double appartenance, c'est celle qui va nous faire grandir. Et puis, le dernier élément commun, en tous les cas je crois, c'est que l'un et l'autre ont mis sur ce qu'on appelle l'intelligence collective, le dialogue. Oui, on a des convictions, on a toujours des convictions, mais je crois que l'écoute des autres, le fait d'instaurer une dialectique, pas une dialectique marxiste du pur et dur, je suis blanc, t'es noir, je suis blanc, je suis rouge, t'es vert, etc. Mais une confrontation pour ensemble dépasser les clivages et avancer, je crois que quand je te lis, quand je t'entends, c'est exactement l'approche que tu as. Et puis tu as une qualité, c'est que tu es optimiste. Tu n'es pas d'un optimisme béat, au contraire, tu es possédé par l'optimisme des personnes qui osent s'engager dans les combats difficiles. Alors, on y va toujours avec la trouille au ventre,
t'as pas cité ta belle citation de Nelson Mandela, tu la feras plus tard, j'espère, parce que je ne vais pas te la piquer, mais elle est tellement belle que ça fait envie. Quand on ose, c'est jamais la tête en l'air ou insouciant, mais quand on ose en sachant qu'il y a la menace, eh bien on est encore plus fort, on y va encore plus armé, et ça, moi, c'est optimisme. Qu'est-ce que ça fait plaisir quand on regarde la carte électorale du premier tour, mais aussi du deuxième tour de la présidentielle, c'est la carte de clivage le plus important. Je suis un ancien sondeur politique et politologue, donc j'aime bien analyser les critères qui expliquent le vote Emmanuel Macron face au vote Le Pen-Mélenchon. D'un côté, vous avez les gens qui sont optimistes, et qui ne sont pas toujours dans des situations très favorables, mais qui regardent l'avenir, qui disent je vais aller plus loin, et puis il y a le pessimisme. Alors il y a des gens qui sont pessimistes parce que leur situation sociale est vraiment difficile. Mais vous avez des notables de province qui gagnent très bien leur vie et qui considèrent que le monde recule et qui sont pessimistes. Et ces deux clivages, aujourd'hui, c'est le clivage fondamental qui fait la politique. Et on ne peut pas faire l'Europe sans optimisme, on ne peut pas faire la France sans cet optimisme. Alors, moi, en disant bien de toi, finalement, c'est un peu égotiste. Je dis des choses de ce que je suis, que je crois que tu es, et des choses que tu es et que j'espère que je suis. Mais je veux dire, au-delà de ces points de ressemblance dans lesquels je me retrouve, excuse-moi encore, hein, François, on ne se connaît pas assez, on pourra parler boutique une autre fois, mais c'est vrai qu'on a une vraie différence. C'est que tu es jeune, tu es encore plus jeune que le président Macron. Président Macron lui-même, qui est un peu plus jeune que moi, au point où il pourrait pratiquement être mon fils, à condition effectivement de m'y être mis très tôt. Une fois, comme j'ai 5 enfants, et que j'en ai eu quand même assez tôt, c'est pas mon fils, mais j'ai une grande fille qui est pas si éloignée de son âge. Alors cette différence, elle n'est pas très grave. Moi je la vis très bien, parce que quand on est plus âgé, qu'on se retrouve avec des gens plus jeunes et encore plus dynamiques, on se sent plus jeune et encore plus dynamique que ce qu'on est. On a cette particularité, c'est de venir de la société civile. Moi, je termine un mandat de sénateur. J'avais jamais participé, j'avais jamais été élu local, je m'étais jamais présenté à des élections, j'avais jamais participé à un conseil municipal. Ma trouille, c'est quand je suis arrivé au Sénat, parce qu'on est vachement content quand on est élu. D'accord, pas tout de suite. Hein, il faut encore aller jusqu'au bout. Mais je sens que c'est bien parti. Mais qu'est-ce qui nous tombe sur la gueule une fois qu'on est élu? Parce qu'on a le côté, la fête, la satisfaction, tout le monde t'a dit c'est formidable, et puis tout le monde fait la fête autour de toi le soir de l'élection. Et les gens ils disent, mais qu'est-ce qu'il a? Il fait un peu la gueule. Et tout d'un coup, il se dit, mince, je représente pas seulement la République en marche, toute la République, et peut-être un peu plus, une partie de l'Europe, et puis une partie du monde. Parce que dans les textes qu'on fait tous les jours au Parlement, il y a, allez, sur une année, parce que les gens oublient, il y a à peu près 40% des textes qui sont des conventions et des traités internationaux. À peu près 35% qui sont des directives ou des règlements européens. Et toutes les lois dont on nous parle du matin au soir, qui sont très importantes sur la réforme du travail, qui sont spécifiques, qui ne sont pas des transpositions des textes européens ou des accords de traités internationaux, c'est le reste. Donc, tu ne vas pas être député uniquement de la circonscription ou du département. Tu vas être de la France, de l'intérêt général de tout le monde, mais aussi de l'Europe et quelque part du monde. Moi, pour me battre beaucoup sur les questions, parce que je crois à la démocratie, je crois à la liberté, il y a un écrivain qui était extraordinaire, qui est un homme d'action italien, tu vois, Piero Calamandrei, qui a fait partie de la résistance, qui était le Partito d'Azione, ouvrière, qui a écrit une phrase superbe qui dit « La liberté, c'est comme l'air, c'est quand nous venons à en manquer que nous nous rendons compte de son importance. » Eh bien, c'est pour ça que je suis un peu écolo, droit de l'hommisme, et libertaire, et libéral, parce que la liberté, c'est central. Et cette liberté, pour nous, elle n'existe que si elle existe autour de chez nous. Parce que nous nous trouvons mêlés à des conflits, parfois, qui engagent nos intérêts, mais aussi nos valeurs au-delà du pays. Donc, être parlementaire, être représentant du peuple, être député, c'est quelque chose d'extrêmement lourd et ça tombe sur les épaules. Et l'épreuve de la campagne, c'est quelque chose
devenir un parlementaire efficace, et je n'ai aucune inquiétude, je sais que tu viendras, parce que tu fais preuve de qualité intellectuelle et oratoire qui se lisent, qui se voient, qui s'entendent, mais c'est vrai que c'est une bataille. On n'a pas gagné le sort de l'élection, on se bat pendant tout un mandat, pendant 5 ans, après on en ferait éventuellement un autre, ou pas, parce que c'est pas le cours normal des choses. La politique n'est pas une profession. On peut bien faire de la politique sans être un professionnel de la politique. Moi, mon principal objectif, c'était d'essayer de faire passer des textes bien, d'amender surtout les textes, de faire des contrôles, et de me dire, à la fin de mon mandat, essayer de prouver qu'une personne lambda, qui vient de la société civile, qui s'intéressait à la politique, j'ai milité dans des tas d'associations, notamment des droits de l'homme ou d'écologie, mais peut le faire, je dis, on peut le faire. C'est du boulot. Mais qu'est-ce que c'est plaisant? Qu'est-ce que c'est un honneur? Attention, ça peut être une drogue. Faut pas tomber, à 33 ans, ne tombe pas dans la politique professionnelle jusqu'à 70 ans, parce que moi j'ai des collègues, je suis obligé de leur dire au Sénat, lève-toi. J'ai un collègue, Fortassin, qui était un radical de gauche, qui était très sympa, il est pratiquement mort en hémicycle. Il était malade, il venait quand même. Je lui ai dit, mais attends, sors, rentre chez toi. Il ne pouvait plus. Attention, c'est comme le théâtre. Il ne faut pas finir comme Molière, ou André Santini, déjà dans le département, qui lui veut mourir sur place, qui sera réélire jusqu'à la fin. Je pense que Balkany, ça va être plus compliqué, parce qu'il va finir par lui arriver quelque chose. Parce qu'on parlait de la situation ici, dans les villes communistes, qui sont éternellement communistes depuis toujours, et où le pouvoir se partage, se transmet. Bien, vous avez comme le Valois-Perret, moi, je croise de temps en temps en tant que parlementaire Balkany, quand il va travailler, ce qui est quand même plutôt rare dans son travail de parlementaire, il me dit, toi, tu me plais bien, tu vas pas me faire chez moi, tu n'as pas intérêt à venir à le Valois-Perret. Bon, ben, vous voyez, c'est quand même des conceptions, les Hauts-de-Seine, il faut bien se dire, ça ressemble à Marseille, pas Hervé Marseille, mais à Marseille, la ville, mais c'est pas la délinquance populaire, c'est la délinquance en col blanc. Moi, je dis rien. Enfin, le nombre d'élus, y compris de gauche, qui ont été mis en examen dans les Hauts-de-Seine, ou qui ont des petits problèmes avec la justice, la question de la probité, la question du contrôle, et le fait, comme vous dites, de travailler en binôme, et puis de travailler avec les autres, et de continuer la concertation, à mon sens, c'est essentiel, parce qu'on a besoin de garde-fous. Parce que ça peut prendre à la tête. Moi, j'ai des collaborateurs, il y en a ici, je leur dis que j'ai le droit de tout me dire. Dès que je commence à être trop con, d'ailleurs, il commence à s'inquiéter parce qu'il voit que je pars, peut-être que j'en dis trop, mais il a le droit de tout me dire. Il faut ça, et il faut que les gens aussi aient le droit de vous interpeller. Alors, des cons qui vous interpellent surtout sur rien, sans savoir ce que vous faites, et qui vous accusent de choses que vous n'avez pas faites, en politique, ça existe toujours. On dit, t'as pourri, je dis, tu gagnes l'argent, ça tombe bien, j'ai ma fiche de paye, j'ai mon indemnité, je détaille. Puis il me dit, oui, mais pareil, il y a une indemnité, paraît-il, pour le matériel informatique. J'ai dit, oui, j'ai ça, donc je t'explique. Et puis il y a ça. Puis à la fin, le type, au bout de quand même, c'était il n'y a pas très longtemps, ça a duré sur 6 heures, une soirée, heureusement je ne dors pas beaucoup, et de lui répondre en détail au centime sur la dernière fiche de paye, il a dit, vous êtes un mec pas mal, vachement bien. Je dis, bon, et c'était écrit, je me suis dit, je vais avoir la paix. Le lendemain, c'est un autre qui recommence. Je dis, merde, c'était écrit avant. On est quand même pourri aussi par cette suspicion sur la démocratie. Et c'est ça, il n'y a pas que les faits, il y a aussi la perception. Et cette perception, je crois qu'on est un peu en train de la changer, mais le risque, c'est que le moindre écart renverse tout le travail qui est fait pour lever la suspicion. Bon, j'aurais des tas de choses à dire, je peux parler des heures, je suis un incroyable bavard et je peux saouler tout le monde, j'étais censé parler un petit peu de la circonscription, mais bon, il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui. On sait qu'avec l'arrivée bientôt en 2020 de la ligne 4 qui termine à Montrouge, qui va arriver ici dans la ville, ça va être à la fois un incroyable essor économique, ça va être un incroyable aussi possibilité, parce que les moyens de transport, c'est essentiel dans la banlieue et dans la banlieue proche. En même temps, ça va être toute une interrogation qu'il va falloir voir, parce qu'on le voit déjà, y compris dans des villes comme Malakoff, l'augmentation du foncier, bon, la moitié de la ville, c'est des logements sociaux, donc ça arrive encore à tenir un petit peu le prix, mais au prix de quel prix? Mais bien sûr, il va falloir être extrêmement vigilante quand tu seras député, à ce que la loi, effectivement, sur tout ce
qui est le contrôle des prix des logements, etc., soit bien respecté, parce que le danger de la gentrification totale de la ville, on peut se dire, quand on est à droite, clairement assumé, on se dit, ah bah c'est formidable, moins il y a de pauvres, plus j'ai de la chance d'avoir de l'électorat. Ils y ont tellement cru qu'ils n'ont pas vu arriver qu'il y avait une nouvelle sociologie dans le pays, et c'est pas simplement les riches qui sont les moins ouverts ou les pauvres qui sont les plus sociaux. Donc il y a une évolution dans les valeurs, je crois que les gens sont comme ils sont, mais en même temps, surveiller un territoire, l'aider dans son développement, c'est lui donner des infrastructures, mais faire en sorte que ces infrastructures n'aillent pas exclure, n'aillent pas rejeter. Alors, bien sûr, tu l'as dit parfaitement, François, tu vois, je commence à bien te connaître, hein, tu as dit c'est pas le super maire des Trois-Villiers, absolument. Le député est là pour donner des orientations, pour aider. On est, alors déjà en tant que sénateur, le nombre de coups de fil de gens qui ont perdu un boulot, qui cherchent un logement, qui ont besoin d'une naturalisation, on a pas mal. Député, attention, hein, ça tombe, les gens croient que nous créons de l'emploi direct, c'est-à-dire qu'on embauche, hein, parce qu'on a tellement de privilèges, on peut embaucher les enfants, les petits-enfants, on appelle la mairie, tout d'un coup on a un logement, ça marche pas comme ça, c'est vrai que c'est très occupant, il faut des structures, il faut garder ce contact avec les gens, et bien leur faire comprendre que ce que construit le parlementaire, ce que construit la députée que tu seras demain, c'est aussi le territoire dans l'intérêt général, parce que les lois concernent des ondes, des incidences, et c'est intéressant de regarder, de développer et d'expliquer les incidences que tel ou tel texte va avoir sur un territoire spécifique, comme celui de cette circonscription. En même temps, il s'adresse, ce texte, à l'ensemble du pays. Et ça, c'est absolument essentiel. Moi, j'ai pas d'inquiétude, je crois que les choses vont bien se passer dimanche. Il faut se mobiliser. C'est vrai que les chiffres d'abstention, qui ne sont pas propres à cette circonscription, à ce département, ils sont inquiétants, mais il ne faut pas non plus trop s'inquiéter, parce qu'on dit c'est ça, les gens, c'est un rejet, ils ont voulu dire que finalement l'offre qui est sortie du chapeau avec une République en marche très forte, c'est pas une offre. D'ailleurs, je me suis pris de bec là, à midi avec une collègue républicaine que je ne citerai pas, qui m'a dit mais on est à la limite de la dictature. J'ai vécu dans une dictature, j'ai failli mourir sous des bombes en Yougoslavie pendant le conflit, donc je sais à peu près ce que c'est un état de guerre, je sais ce que c'est de se faire arrêter dans les pays de l'Est avant la chute du mur, parce que j'ai fait partie de gens assez idiots pour aller manifester en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie, au moment où il n'y a pas grand monde qui allait, qu'on ne vienne pas me faire des dérives sémantiques de traité de dictature. Oui, je crois que la France en marche est plurielle. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle demeure plurielle, et surtout, si elle sait continuer à écouter, à faire des conventions, d'elle-même, les erreurs, parce qu'il y en aura des erreurs, hein. Je ne suis pas d'accord avec tout dans le programme du président, même si on se parle bien depuis quelques années, parce qu'on a eu la chance d'échanger. Je pense qu'il y a des choses, il y a des visions un peu faciles sur le plan économique, sur des solutions. Pour autant, c'est un président qu'on élit. Et je vais vous dire, quand il a répondu lors de la conférence de presse avec Poutine à Versailles, tout le monde a dit, il vient fou, après le Louvre, il reçoit Poutine en grande pompe à Versailles. Mais ce qu'il a mis à Poutine, et notamment à la journaliste, quand même, qui avait déversé le venin des services et des médias spéciaux payés par Moscou, c'est-à-dire Russia Today et Sputnik, ce qu'il a dit devant Poutine qui ne mouftait pas, je veux dire, c'est la première fois en plus de 35 ans de combat pour les droits de l'homme en France, et vous l'avez compris, surtout beaucoup à l'international, où j'étais fier d'être français. Et pour moi, c'est mieux encore que une commission de peine de mort parlementaire. J'ai beaucoup de respect pour le parlementaire, qui était sénateur de ce département, qui a fait l'abolition, mais qui était quelque chose qui était l'avocat de ça. Quand on a un président de la République qui ose poser des principes, et des principes de droit quand même hautement et clairement, c'est plus une question de puissance économique, c'est une question d'existence dans le monde public, et je sens que je suis trop long, et donc je vous invite à aller voter, allez-y, n'hésitez pas, et votez dimanche soir, donation de l'organe, et comme je dis, on a toujours un suppléant qui sera un suppléant actif de François, une vraie victoire pour cette circonscription, pour ces villes, mais aussi pour notre pays et pour l'Europe. Merci. Merci, monsieur.